Arnaud Klarsfeld, est-ce qu'il faut faire plus? Moi, j'étais contre la livraison. D'abord, l'Ukraine a été agressée. Donc c'est normal que l'Europe et les États-Unis aident l'Ukraine à se défendre. Pour les chars lourds, j'étais opposé à ce que l'Allemagne, qui a tué des millions et des millions de soviétiques et un grand nombre de Russes, envoie ses chars sur le front ukrainien. L'OTAN aurait dû éviter à l'Allemagne d'envoyer ses chars. Maintenant, il est difficile pour la France de se dissocier de l'Allemagne si on demande à la France d'envoyer des chars. Mais il est possible aussi de dire oui dans le principe pour le président de la République et de trouver un prétexte pour ne pas les envoyer. Mais mon opinion est que la France et l'Allemagne doivent maintenant essayer de trouver des moyens pour trouver une solution diplomatique à ce conflit et éviter qu'il se transforme en troisième guerre mondiale, parce que l'Ukraine, à mon avis, n'a aucune chance de gagner, puisque les Russes sont 3 fois plus nombreux et qu'ils sont tout aussi fanatiques que les Ukrainiens, qu'ils ont l'impression au Donbass de se battre chez eux. Donc la seule manière pour les Ukrainiens de gagner, c'est d'entraîner l'OTAN dans la guerre, et ça va déclencher une troisième guerre mondiale. L'Europe s'est déjà suicidée 2 fois. Elle s'est suicidée pendant la Première Guerre mondiale, elle s'est suicidée à nouveau dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc il faut tout faire pour éviter aux populations européennes une troisième guerre mondiale qui ne se déroulera pas sur le sol américain, mais qui se déroulera sur le sol européen. Monsieur Jarkowski. Oui, non, moi je tiens d'abord à dire que j'ai beaucoup de respect pour la famille de Arnaud Klarsfeld et je comprends que c'est des sujets extrêmement difficiles, et donc c'est important effectivement de débattre et d'essayer de trouver une position commune. Et j'apprécie que vous soyez d'accord sur le fait qu'il faille livrer des chars pour aider l'Ukraine qui a été agressée. Simplement, peut-être ce que je peux rajouter, c'est que dès lors que la France, après 11 mois de guerre, un consensus s'est construit avec plusieurs rencontres avec les parlementaires, en particulier, parlementaires français, parlementaires européens, des résolutions qui ont été publiées et qui ont abouti à une volonté commune de la nation de soutenir l'Ukraine. Et le président de la République a rajouté le 31 décembre jusqu'à la victoire, c'est-à-dire jusqu'à la victoire contre la Russie. Dès lors qu'il y a eu ce consensus qui s'est forgé en France, en Europe, ça veut dire il faut gagner la guerre. Si on veut gagner la guerre, alors il faut donner tous les moyens possibles à l'Ukraine de gagner cette guerre, chars, avions, et tout le matériel nécessaire qui s'ensuit, parce que si on ne le fait pas maintenant, bien entendu que les Russes, qui raisonnent selon le logiciel de la Deuxième Guerre mondiale et qui veulent aller jusqu'à Berlin, c'est-à-dire aujourd'hui jusqu'à Kiev, vont profiter le plus vite possible de l'état de faiblesse de l'armée ukrainienne, qui est effectivement plus faible, qui est 20 fois plus faible sur le papier que l'armée russe, pour avancer le plus vite possible. Monsieur Jarkowski, pardon de vous interrompre, mais je voudrais que vous réagissiez. Il y a 2 éléments qui m'ont marqué dans ce que vous venez de dire, Monsieur Klarsfeld, qui parlent de double fanatisme, je vous ai bien entendu, côté russe et côté ukrainien. Est-ce que vous partagez cette idée? Et Monsieur Klarsfeld nous dit à l'instant, ils ne peuvent pas gagner, les Ukrainiens. Ils ne peuvent pas gagner. À mon avis, je vois peut-être le conflit sous le prisme de la Seconde Guerre mondiale, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, les Russes ont été très lents à se mettre en marche, et les Allemands, les hauts dignitaires de l'armée allemande disaient « Nous leur détruisons 10 divisions et il en arrive 20 nouvelles. » Donc les Russes se battront jusqu'au bout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, monsieur a dit « jusqu'à la victoire ». Mais quelle victoire? Quelle victoire? L'Ukraine ne peut pas gagner, et elle cherche avec toute son énergie à entraîner l'OTAN dans la guerre. Et les 2 régimes, l'Ukraine a été agressée, c'est vrai, mais les 2 régimes sont tout aussi détestables l'un que l'autre. L'Ukraine a de démocratie que le nom. Elle est tout aussi corrompue que la Russie. Et en plus, elle vénère des nationalistes ukrainiens qui se sont battus contre les Russes, mais qui ont massacré des dizaines de milliers de familles juives. Ils ont les plus longues avenues à Kiev, ils ont des statues, des jours fériés, des timbres. Donc on se bat pour un régime qui vénère ceux qui ont collaboré avec les nazis. Ce qui est le sujet de votre pétition, et ce qui est finalement aussi, depuis le début de cette partie de la guerre, depuis 1 an, un sujet pour les pays occidentaux, l'idée de co-belligérance ou de non-co-belligérance. Comment est-ce que les Occidentaux participent activement de ce conflit
ou pas. Est-ce que c'est en gros ce qui caractérise votre crainte, Arnaud Klarsfeld? Ma crainte est, ou plutôt, je suis choqué par le fait que l'Union européenne va en guerre et que le couple franco-allemand ne cherche pas une solution au conflit. C'est un conflit. Il ne faut pas une troisième guerre mondiale pour le Donbass. On dira, eh oui, c'est la même chose que pour Danzig. Nous avions un accord avec la Pologne en 1939. Nous n'avons aucun accord avec l'Ukraine. Nous n'avons aucun accord. Non, mais vous pouvez pas dire ça. Si on avait une seconde, m'interrompez pas. Allez-y, terminez, monsieur Klarsfeld. Si on avait un accord avec l'Ukraine, on serait rentré en guerre. Donc, ce sont deux parties. Le Donbass appartient, si on est ukrainien, il considère que c'est ukrainien. Si on est russe, il considère que c'est russe. En droit international, évidemment, c'est ukrainien. Mais en équité, chaque part. En tous les cas, c'est à la France et à l'Allemagne d'essayer de trouver une solution à ce conflit. Pour ceux qui ne connaissent pas ce monsieur, Arnaud Klarsfeld est un franco-israélien. Oui, c'est un avocat très brillant qui est sollicité par bon nombre de personnes ici en France, mais aussi à l'extérieur, parce que il a aussi défendu des dossiers aux États-Unis. Il a d'ailleurs travaillé là-bas. C'est un avocat très brillant qui est connu aussi pour ses positions contre le nazisme. Il a même fait beaucoup de combats dans ce sens. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce que j'ai voulu ressortir? C'est sa franchise, au fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, il dit les choses clairement. Voilà, c'est un monsieur qui est issu de la vieille école, et qui n'a pas froid aux yeux aussi, d'accord? Et connaissant aussi un peu son origine israélienne, c'est pas évident, d'accord? Même si, d'accord, il a un penchant de ce côté, on peut dire qu'il a une haine vis-à-vis des nazis et tous ceux qui sont proches aussi des nazis, ou tous ceux qui procèdent au même modus operandi que les nazis. Alors, dans ce débat, il était face à un historien, je crois qui a pris pour son compte et qui voulait à coup sûr, mordicus, que M. Arnaud abonde dans ce sens. Mais je crois que c'était mal le connaître. Mais il ne me dira pas aussi qu'il ne le connaît pas, parce que en France, ici, je crois que la quasi-totalité des Français le connaissent. Bon, là, qu'est-ce qu'il a voulu dire clairement? Il a dit clairement d'ailleurs. C'est des choses qui ne sont pas appréciées ici en France, dans le monde occidental actuellement d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit clairement? C'est pas parce qu'il a une dent contre l'Ukraine, non. Mais ce sont des gens qui sont réalistes, au fait. Comme nous autres, nous avons tant martelé la même chose. D'accord? Il dit clairement et ouvertement aux Français et aux Européens: l'Ukraine n'a aucune chance de remporter cette guerre. Aucune chance. Il n'a même pas mis dans une balance de probabilité. Il dit clair que l'Ukraine n'a aucune chance de gagner cette guerre. Et il dit que lui, il était contre, n'est-ce pas, le fournissement des armements. Comme beaucoup d'Européens d'ailleurs, beaucoup de députés, beaucoup d'avocats, beaucoup d'activistes ici en Europe étaient contre cette guerre et étaient contre le fournissement des armes à l'Ukraine pour faire face à la Russie. Parce que les gens étaient conscients des conséquences de cela. Les gens savaient que ça allait bouleverser l'ordre mondial. Comme il a si bien dit, Arnaud, je crois aussi qu'il y a une bonne notion sur la Russie, la culture russe. Il dit clairement que si les Ukrainiens sont fanatiques, les Russes le sont autant. C'est pour dire que nous sommes en face de deux nations qui sont des vrais fanatiques, c'est-à-dire qui
ont en quelque sorte une culture nationaliste très reconnue, quoi, dans le monde. Et qu'ils veulent aller au bout de leur combat. Mais la différence est que de l'autre côté, on a la capacité d'atteindre les objectifs. C'est ce que je ne cesse de dire. Et c'est ce qu'il a dit ici, en disant que la Russie est 3 fois plus, c'est-à-dire les hommes, les soldats russes sont 3 fois plus nombreux que les Ukrainiens. Ils sont 3 fois plus puissants que les Ukrainiens. Vous comprenez? Et donc, c'est pour dire clairement que tous ceux qui sont aujourd'hui en train de dire l'Ukraine doit gagner, ils se trompent de long en large. Et d'ailleurs, comme il recadre l'historien en disant, quelle victoire? Quelle victoire, évidemment, quelle victoire? C'est une belle question. Parce que, je vous ai dit que, sincèrement, moi je ne suis pas militaire, d'accord? Mais les professionnels en la matière que je consulte souvent me disent que jeune visionnaire, c'est une rigolade, c'est une blague. Ces gens sont en train de détruire l'Ukraine. Ils sont en train de détruire l'Ukraine pour leur cause, pour leur intérêt. Ils ne défendent pas l'Ukraine. Ils défendent leur intérêt, n'est-ce pas, sur le territoire ukrainien. Et c'est ce qui est la vérité. Parce que s'ils défendaient l'Ukraine, j'en suis sûr qu'ils allaient trouver une solution à l'amiable. Mais puisqu'ils sont dans une politique d'affaiblissement de la Russie, chose qui n'est pas une mince affaire, d'ailleurs que c'est impossible, c'est pourquoi M. Arnold pose la question, quelle victoire? Comment? Et ce qui me plaît un peu dans sa narration, quand il parle de la corruption de l'administration ukrainienne, hein? Quand il parle de la nature de l'État ukrainien, quand il parle des procédés administratifs ukrainiens, mais vous devez savoir que dans un passé récent, ici en Europe, ce n'est pas moi qui le dis et ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ici en Europe, l'Ukraine était classée parmi les pays les plus corrompus de l'Europe. Oui, l'Ukraine était placée parmi les pays les plus corrompus ici en Europe. Et tout d'un coup, l'Ukraine est devenue un très bon pays. L'administration ukrainienne est devenue une très belle administration. Vous voyez, tout cela est dû à quoi? On a sauté l'œil sur ce qu'était l'Ukraine avant cette guerre et on s'est focalisé sur cette guerre-là. Et on a complètement fermé le dossier de la gestion administrative de l'Ukraine. On a fermé aussi l'œil sur tout ce qui s'est passé avant que cette guerre ne soit déclenchée. Ou tous ceux qui ont contribué au déclenchement de cette guerre, on a oublié tout. Et aujourd'hui, on se focalise sur ce qui se passe sur le terrain. Et on veut donner l'impression ou on veut se donner les moyens pour gagner la guerre, mais en réalité, on manque de moyens. Et on ne peut même pas gagner la guerre. Ça, c'est une très belle chose à dire. Parce que, comme je le dis souvent, n'est-ce pas? Et comme je ne cesse d'ailleurs, si l'Ukraine veut vraiment gagner cette guerre, elle a une possibilité. Oui. Cette possibilité, comme Arnold l'a dit, l'Ukraine veut en réalité entraîner l'Europe et l'Amérique dans la guerre. Et c'est le seul moyen, la seule possibilité pour l'Ukraine de gagner cette guerre. C'est-à-dire, l'Ukraine doit commettre l'irréparable sur le sol russe. L'Ukraine doit s'attaquer, sincèrement, hein, s'il faut que l'Ukraine entraîne l'OTAN dans la guerre, que l'Ukraine entraîne les États-Unis dans la guerre, il faut que l'Ukraine s'attaque à un monument de la Russie, à une très grande ville de la Russie. Que l'Ukraine fasse un bombardement
d'une très grande ville de la Russie. Et comme ça, l'Ukraine tire profondément les États-Unis et l'OTAN dans la guerre. Pour que eux aussi, ils sentent. Parce que si ils continuent comme ça dans cette mesquinerie, mais écoutez, tous ceux qui ont pronostiqué en disant que l'Ukraine n'a aucune chance de remporter, mais on donnera raison à tous ces gens-là et à nous autres. Parce que nous avons dit depuis le début que l'Ukraine n'a aucune chance de gagner cette bataille-là. Vous comprenez? On ne le dit pas parce que c'est la Russie, non. On le dit en se basant sur des statistiques. On le dit en se basant sur ce que la Russie a sous la main et ce que l'Ukraine a sous la main. D'ailleurs, l'Ukraine n'a absolument rien sous la main. D'accord? L'Ukraine, ce que l'Ukraine a sous la main, c'est ce que les Américains et les Européens le donnent. Vous comprenez? Et donc, en se basant sur ces statistiques, en se basant sur ces rapports, la plupart des spécialistes sont unanimes pour dire que l'Ukraine n'a aucune chance de remporter cette bataille-là. Et donc, comme Arnold le disait, la France et l'Allemagne devraient, dans les conditions normales, faire en sorte que la Russie ait confiance en eux. Mais eux, ils ont essayé de tromper la Russie. Ils ont essayé de mentir à la Russie. Et c'est ce que Vladimir Poutine n'a pas apprécié. Alors, est-ce que ces deux nations-là aujourd'hui, ces deux grandes nations de l'Europe occidentale, ont aujourd'hui du crédit aux yeux de Vladimir Poutine? Je dirais non. Parce que si on est arrivé à ce stade-là, on dira quelque part que oui, les Américains, ils mettent du feu, ils mettent du feu. Mais si les Allemands et les Français, à l'époque, le couple franco-allemand, si ils avaient mis la pression sur l'Ukraine afin d'organiser les élections libres, transparentes et démocratiques, et aussi veiller au respect des droits du peuple de Donbass, si ils avaient mis cette pression d'exécuter à la lettre, d'appliquer à la lettre l'accord de Minsk, on ne serait pas arrivé à ce point-là, à ce stade-là. Mais c'est parce que eux aussi, ils étaient dans un jeu. Lequel des jeux, les Américains tiraient les ficelles. Il faut le dire. Si Angela Merkel et François Hollande n'ont pas mis la pression, c'est parce que les Américains n'ont pas voulu que ces gens-là mettent la pression. C'est parce que les Américains leur ont dit, écoutez, on va armer l'Ukraine suffisamment pour qu'elle puisse tenir tête à la Russie. Et voilà le résultat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Arnold, je l'ai beaucoup suivi. Je l'ai suivi dans beaucoup de médias. Et il ne change pas de discours. Il dit clairement et nettement ce qui va se passer. D'accord? Quand vous écoutez, n'est-ce pas, ces discours anciens ou ces passages au niveau de certains médias, mais il n'est pas dans la propagande. Non, il n'est pas dans la propagande. Il ne mâche pas ses mots. Il n'est pas aussi dans le mensonge. Il n'est pas dans cette optique des autres analyses sur les plateaux. Machin, il faut aller tout en défendant l'Ukraine, mais aussi accuser gravement la Russie et faire valoir, n'est-ce pas, une éventuelle victoire de l'Ukraine sur la Russie. Il n'est pas là-dedans. Il dit clairement les choses. Et je crois d'ailleurs que les Français n'apprécient pas tellement cela. Et c'est pourquoi on ne l'invite pas souvent. À part les médias qui sont vraiment considérés comme des médias impartiaux dans cette guerre, les médias propagandistes ou pro-ukrainiens ou des médias qui ont, n'est-ce pas, une ligne éditoriale vraiment proche de la propagande ukrainienne, ne peuvent pas l'éviter parce que c'est quelqu'un qui viendra démonter tout le mensonge qui se raconte sur ces plateaux de télévision. Vous voyez? Donc, moi, je fais tout ça pour montrer que tout n'est pas perdu ici. Hein? C'est pas parce que l'administration européenne s'engage à fournir des armes à l'Ukraine que c'est forcément aussi le vœu du peuple ou forcément aussi le vœu, n'est-ce pas, de l'élite européenne et donc de l'élite française.
Vous comprenez? Et d'ailleurs, comme il a si bien dit, je crois que c'est ce qui va se passer. C'est pourquoi, souvent, j'aime l'écouter. Il dit clairement que même s'il faut déclarer, n'est-ce pas, pour une question de considération ou de crédit aussi de la part du chef de l'État, oui, on va envoyer des munitions et des armes, mais qu'il faut trouver des voies et moyens, des arguments, placer des arguments, trouver des prétextes pour ne pas les envoyer tout en jouant sur la file diplomatique. Ce qui n'a pas été fait, parce que Macron était aussi dans un autre délire avec le groupe Wagner qui est en Afrique et qui touche certainement les intérêts de la France. Donc Macron, quelque part, avait un discours qui n'était pas un discours apprécié en Russie. Et aux yeux de Vladimir Poutine, il ne pouvait pas être un interlocuteur sérieux pour entamer une voie diplomatique. Non. C'est pourquoi nous autres nous disons aujourd'hui que le seul et véritable aujourd'hui interlocuteur crédible aux yeux de la Russie pour entamer un plan de paix, ça reste et ça demeure Xi Jinping, le président chinois. Bon, ça aussi, les Américains trouvent que ce dernier n'est pas impartial, n'est-ce pas, c'est un allié indéfectible à la Russie. C'est pas parce que aussi il est allié à la Russie qu'il ne peut pas ramener la paix, qu'il ne peut pas amener ces deux belligérants et les co-belligérants autour de la table. C'est pas parce que je suis ami à quelqu'un que je ne peux pas dire la vérité à la personne. Alors je serais devenu son ennemi. Voilà un peu ce que j'avais ressorti dans ce passage de Arnaud, n'est-ce pas? Et abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Pharma si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Jeune Visionnaire. Partagez largement la vidéo dans tous les groupes possibles. Quelle victoire!